Le journal Le Figaro, daté du 29 septembre 1829, annonce « Voilà que le célèbre Charles Czerny vient de composer et de mettre au jour l'art d'improviser sur le pianoforte. Désormais, il n'y aura plus rien d'inaccessible à l'étude et à la patience. Qu'un amateur prenne le volume élégant que nous avons sous les yeux, qu'il en lise attentivement le texte, qu'il en exécute avec soin les exemples, qu'il se pénètre de l'esprit qui en a dicté toutes les parties, et qu'il essaie ensuite. Il sera tout surpris d'improviser comme un autre. Car enfin, tous ceux qui improvisent ne sont pas des Hummel ou des Moscheles. Le génie ne se donne pas, mais l'art s'apprend, et c'est justement ce que Czerny enseigne. Son ouvrage est, comme il le fait observer, le premier traité qui est paru sur cette matière. On ne s'en aperçoit pas à l'excellence de la méthode, qui s'y montre partout. Sous ce rapport, il semble digne d'être en même temps le dernier, et nous ne pensons pas qu'on en écrive jamais de plus clair, de plus intéressant, ni de plus habilement progressif. Ce traité, qui ne manquera pas de lecteurs, est d'ailleurs publié avec tout le luxe typographique que réclamait, et son mérite, et le nom de son auteur. Il se trouve chez Maurice Schlesinger, rue Richelieu, numéro 97. L'improvisation était le domaine privilégié des organistes, et Czerny propose donc de mettre à la portée des pianistes cet art. Alors c'est tout à fait intéressant parce que, évidemment, le piano est un instrument assez différent de l'orgue par ses dynamiques, par son registre, par la virtuosité et la vélocité du pianiste. Et le contexte est aussi tout à fait différent, puisque là, il n'est plus question d'improviser dans un contexte liturgique, mais de le faire dans une soirée, dans un salon ou dans un concert, avec un rapport aussi avec le public très différent, puisque, comme le raconte Franz Liszt dans ses lettres d'un bachelier S-Musique, eh bien, le public proposait des thèmes à l'improvisateur, comme si finalement il s'agissait d'une œuvre un peu commune entre le pianiste improvisateur et le public. Et de plus, les formes que Czerny propose de travailler pour les improviser, eh bien, outre des formes plus habituelles comme le prélude ou les variations, il propose également de travailler le pot-pourri, le caprice. Donc c'est vraiment ce qui fait aussi l'originalité de ce traité. Sur la page de garde, une lithographie représentant Euterpe, muse de la musique, ornée des noms de pianistes-compositeurs célèbres à l'époque, et dont Czerny indiquera dans son traité les œuvres comme modèles. Liszt, qui fut élève de Czerny, et qui en 1829 est âgé de 18 ans, Peyer, musicien autrichien, organiste et pianiste, improvisateur de talent, Herz, vraisemblablement Henri Herz, pianiste autrichien et professeur de François-Charles Widor, Kalkbrenner, pianiste allemand, célèbre pour sa méthode pour apprendre le pianoforte avec le guide-main. Kalkbrenner s'associe à Camille Pleyel et donne quelques leçons à Chopin quand celui-ci arrive à Paris. Chopin lui dédiera son premier concerto. Moscheles, pianiste né à Prague, connu pour sa méthode des méthodes pour le piano, fétis qu'il avait entendu improviser à Bruxelles en 1835, écrivait dans sa biographie universelle des musiciens « Peu d'artistes possèdent un talent si précieux, aucun ne l'a porté plus loin que Moscheles. » Pixis, pianiste et compositeur né à Mannheim, il s'installe à Paris en 1825 et sera un professeur de piano réputé. Kramer, qui fut l'élève de Clementi, encore connu aujourd'hui pour ses études pour piano. Hummel, qui fut élève de Mozart et fut un improvisateur reconnu. Le traité de Czerny est édité à Paris chez Maurice Schlesinger, éditeur d'origine allemande dont le père exerçait le même métier à Berlin. Maurice Schlesinger s'installe dans la capitale française vers 1815 et aura une activité assez importante, notamment en faveur de la musique allemande et particulièrement des œuvres de Beethoven.
Schlesinger organisait des soirées musicales très prisées et je possède une lettre datée de 1838 de Nicolas-Joseph Franck qui recommande à Schlesinger ses deux jeunes fils, César-Auguste et Joseph. Cher monsieur Schlesinger, il signorie Liverani est venu de votre part demander mon fils César pour exécuter avec lui à votre soirée musicale de vendredi 20... Tout d'abord, si vous le permettez, je souhaiterais évoquer un lieu qui a beaucoup compté dans ma vie musicale. Je veux parler de la librairie musicale ancienne de Dominique Coueffet, librairie qui était située à Lyon, sur les quais de Saône. Et c'était un lieu tout à fait extraordinaire. D'abord, le libraire était très chaleureux, connaissait très bien son métier et lui-même était musicien. Et puis le lieu était magnifique. On voyait de très belles reliures, de très beaux ouvrages. Il y avait un piano et un clavecin à disposition. Et personnellement, j'ai trouvé vraiment des trésors dans cette librairie. Et de temps à autre, on pouvait également croiser de grands musiciens, comme par exemple Ton Koopman. C'est dans cette librairie de Dominique Coueffet que j'ai tenu pour la première fois entre les mains, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, un exemplaire d'époque du traité d'improvisation de Czerny. Et il y a peu de temps, l'année dernière, j'ai remis la main sur un exemplaire d'époque que ce coup-ci j'ai acheté et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui ces quelques commentaires. Alors, regardons l'introduction du traité. Savoir improviser, c'est être capable, non seulement d'exprimer sur un instrument quelconque, à l'instant même où elle se présente, les idées que l'imagination fournit, mais encore de les lier, de telle sorte que leur ensemble produise sur l'auditeur l'effet d'une composition proprement dite. Le talent et l'art de l'improvisateur consistent donc à choisir une idée, soit personnelle, soit étrangère, et à lui donner sur le champ, sans aucune préparation, une forme musicale qui, bien que plus libre que celle d'un morceau écrit, soit néanmoins soumise à l'ordre et aux proportions nécessaires pour être comprise et exciter de l'intérêt. Quelques points abordés par Czerny dans son introduction. Tout d'abord, à propos du talent d'improvisateur, voici ce qu'il écrit. Quoique ce talent puisse, jusqu'à un certain point, s'exercer sur plusieurs instruments, cependant, le pianoforte, grâce à l'étendue et à la richesse de ses ressources, est celui qui lui convient le mieux. Alors assurément, le piano est certainement, pour travailler l'improvisation, un partenaire exigeant et qui nous appelle à une vigilance permanente. Et peut-être que pour nous autres organistes, il nous préserve de certaines facilités de notre instrument. Czerny ensuite parle du rapport entre l'improvisation et la musique écrite. Le charme particulier de l'improvisation consiste en ce qu'il y règne une liberté, une facilité dans l'enchaînement des idées, une spontanéité d'expression que l'on ne trouve pas dans les compositions proprement dites. Et nous pourrions mettre cela en rapport avec ce que George Sand écrivait à propos de Chopin. Elle décrit Chopin se mettant au piano et tout de suite au contact de l'instrument, trouvant les idées les plus sublimes. Mais ensuite, lorsqu'il essaye de coucher sur le papier ses idées, eh bien, George Sand décrit ses difficultés, même ses souffrances pour cela. Elle évoque même le fait qu'il peut passer 6 semaines entières avant de pouvoir produire une page de musique. Czerny, dans son introduction, parle également des capacités qu'il faut pour improviser et même pour composer. Il parle d'une capacité naturelle qui en général se découvre dès l'enfance, ça c'est intéressant à souligner, et qui consiste dans la vivacité de l'imagination, l'étendue de la mémoire musicale, la rapidité de la pensée, l'heureuse organisation des doigts. Il indique également que pour pratiquer son traité, il faut avoir une connaissance complète de l'harmonie et une bonne exécution au piano. Et ensuite, il décrit le plan de son ouvrage avec les formes abordées qui sont parfois des formes assez pratiquées, comme le prélude par exemple, les cadences ou les points d'orgue qui serviront notamment pour les pianistes
à improviser des cadences de concerto, et puis des formes comme le pot pourri ou le caprice, qui sont peut-être plus typiques de cette époque-là. Chapitre 1er. Des préludes. Petite fantaisie avant de commencer un morceau. Le chapitre 1er et le chapitre 2 sont consacrés à l'improvisation du prélude. Alors Czerny indique tout d'abord qu'il est de bon goût d'improviser un prélude avant l'exécution d'une pièce écrite. Simplement, il indique que certaines œuvres ne s'y prêtent pas beaucoup, et il cite notamment la sonate en fa mineur, opus 57 de Beethoven, la Passionata. On imagine mal effectivement un pianiste improviser quelque chose avant d'interpréter ce grand chef-d'œuvre. Czerny propose tout d'abord des schémas harmoniques très courts et très simples, qui progressivement vont se rallonger, se complexifier harmoniquement et être plus modulants. Et il propose donc d'y appliquer un certain nombre de tournures pianistiques, des arpèges brisés, des gammes diatoniques ou chromatiques, des accords liés qui peuvent apporter de l'expression. En ce sens-là, il a déjà eu un précurseur, si je puis dire, en la personne de Grétry, qui avait publié en 1801-1802 sa méthode simple pour apprendre à préluder, dans laquelle également Grétry propose un certain nombre d'enchaînements harmoniques et des formules pianistiques. Mais on peut dire peut-être que le travail que fait Czerny dans son traité va peut-être plus loin, et en tout cas, il reprendra ce travail sur les préludes dans son opus 300, en donnant un certain nombre, là aussi, d'exemples, et notamment cet exemple numéro 24, qui n'est pas sans rappeler la fantaisie en ré mineur de Mozart. Alors, on pourrait tout à fait, par exemple, prendre l'exemple 19, et même en l'utilisant à l'orgue, et en s'appuyant donc sur cette trame harmonique, et en y mettant un certain nombre de formules, peut-être à ce moment-là plus appropriées à l'orgue, avec une enregistration sur les fonds ou sur les fonds et hanches du récit boîte fermée, et bien tout à fait improviser un prélude qui peut avoir beaucoup d'allure. Ce qui me semble aussi intéressant dans cette partie du traité sur les préludes, c'est ce que l'on voit dans le chapitre 2, à la page 18, où Czerny en fait propose d'improviser une sorte de prélude non mesuré. Alors voici ce qu'il écrit. Enfin, il y a encore une manière très intéressante de préluder qu'il importe de se rendre familière. Elle consiste en un jeu, non mesuré, presque semblable au récitatif, composé en parties d'accords proprement dits, en parties d'accords brisés, et dont la marche incertaine a quelque rapport avec celle d'une personne qui erre dans des lieux inconnus. Cette manière, particulière aux anciens compositeurs, prête beaucoup à l'expression et aux modulations singulières. Employée à propos, elle produit un grand effet. Seulement, on ne doit trop prolonger un prélude de ce genre sans y mêler un chant rythmé. En voici un court exemple.
Alors précisément, dans l'exemple qu'il propose, on voit déjà qu'il n'y a pas de barre de mesure, qu'il a quand même indiqué une mesure à 4 temps, que l'harmonie que fait la main gauche est tout de suite expressive, avec des accords de seconde, avec des accords de septième diminué, qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait reprendre pour improviser soi-même une partie de main droite. Et enfin, on voit en haut de la page sur les deux premiers systèmes qu'il semble y avoir une sorte de partie beaucoup plus mesurée. De là à penser que Czerny ait pu connaître les préludes non mesurés de nos vieux clavecinistes français, il n'y a qu'un pas, mais je crois que je ne le franchirai pas. Mais c'est tout à fait intéressant en tout cas de voir ce travail que propose Czerny. Chapitre 3e. Des cadences, points d'orgue et agréments prolongés. Rapidement, le chapitre 3e parle des cadences et des points d'orgue. Et c'est un travail tout à fait intéressant pour un pianiste qui voudrait essayer d'improviser ou de préparer une improvisation d'un concerto qu'il peut jouer. D'ailleurs, Czerny fait référence, je crois, à certaines cadences qu'il a pu faire ou exemples qu'il a pu donner dans des œuvres antérieures et qui peuvent servir notamment à des concertos de Beethoven. Chapitre 4e. De l'improvisation sur un seul thème. Le 4e chapitre de l'improvisation sur un seul thème me paraît intéressant à signaler pour plusieurs points qui m'ont intéressé, que je voudrais vous partager. Alors tout d'abord, Czerny compare l'improvisateur à un orateur. Comme l'orateur doit posséder une vaste lecture et une connaissance complète de toutes les parties de la science dont il traite, de même l'improvisateur est obligé de joindre à une étude profonde de l'harmonie, la connaissance de tout ce qu'ont fait de bon et de beau les compositeurs de tous les siècles. Sa mémoire doit être un riche magasin d'idées intéressantes empruntées à leurs ouvrages, et rien de ce qui paraît en nouveauté musicale, en motifs favoris, tirés d'opéra, de romances ou morceaux quelconques ne doit lui rester étranger. Ensuite, une chose qui me semble vraiment à relever, c'est qu'il indique ceci. L'improvisation, surtout chez les pianistes que la nature a doués d'une extrême agilité de doigts, consiste en un genre d'exécution, pour ainsi dire involontaire et vague, comme un rêve. Et cette notion du rêve sous la plume de Czerny, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement sensible, et en tout cas la première fois que je l'ai lu, quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Peut-être que dans vos improvisations, vous avez par moments senti ce phénomène que tout s'enchaîne d'une manière naturelle, qu'on se laisse porter par ce qui sort de l'instrument et qu'on est presque comme dans un état second, presque comme dans un rêve peut-être. Et certainement que c'est dans ces moments-là que l'on fait les meilleures improvisations. Alors ensuite, Czerny donne un certain nombre de thèmes qu'il propose de traiter dans différents genres, allegro, adagio serioso, etc., scherzo. Parfois, ce sont vraiment des cellules très courtes, comme par exemple ce qu'on voit à la page 37, où il indique simplement 3 notes, La, Si bémol, Do, sur lesquelles on peut évidemment essayer d'inventer beaucoup de choses. Et c'est intéressant, rien que sur ces 3 notes, d'essayer d'inventer quelques motifs, quelques tournures, quelques thèmes. Au reste, plus le sujet est simple, plus le développement en est facile, plus aussi il a d'intérêt, car alors l'imagination a plus de liberté et d'espace. Si par exemple quelqu'un voulait prendre pour sujet les 3 notes, La, Si bémol, Ut, on pourrait en tirer les développements qui suivent.
En fait, d'ailleurs, il traite ces 3 notes avec un travail sur la fugue également. On voit 2 sujets qu'il propose. Alors, ce sont des thèmes de fugue qui sont praticables, abordables, et je pense qu'il serait tout à fait possible que vous les utilisiez pour travailler. Je vous conseille peut-être à ce moment-là de travailler ces passages fugués, peut-être simplement pour commencer à 2 voix. C'est déjà très formateur de pouvoir conduire une fugue à 2 voix, et pas forcément très facile, et puis ensuite éventuellement d'aller plus loin. Je voudrais également attirer l'attention sur, toujours dans ce 4e chapitre, sur un aspect intéressant que Czerny fait travailler. C'est le fait de faire travailler des conduits pour relier certaines parties d'une improvisation, ou bien d'amplifier, on va dire, certains passages d'une improvisation. L'idée un petit peu du développement. Alors c'est ce qu'on voit à la page 42. Il part d'un thème là aussi très court, vous voyez, de quelques notes, et puis à partir de ce thème-là, eh bien, il va essayer de développer plusieurs types d'improvisation, enfin plusieurs aspects dans la même improvisation. Il commence par un prélude, un lento quasi andante, ensuite un allegro con brio, et on voit à la fin de la page 43, à la lettre A, eh bien, il propose à cet endroit-là d'improviser un conduit qu'il a écrit. Il écrit toutes ces improvisations finalement pour pouvoir nous transmettre la façon dont il improvisait, mais on voit qu'à cet endroit-là, on peut soi-même improviser quelque chose avant d'amener ce thème que l'on voit en mi bémol majeur à la lettre B. Et il y a tout un passage sur la page 45, et bien à partir de la lettre D, très exactement, à la fin du second système, où Czerny propose d'augmenter ce passage-là, et il indique qu'on pourra encore ici développer davantage les modulations et le chant. Alors, évidemment, quand on lit cette improvisation écrite, c'est déjà pas si simple de la jouer, parce qu'elle a quand même un aspect très virtuose, mais je pense que ce travail-là, vous pourriez tout à fait le faire sur des choses beaucoup plus simples. Par exemple, je vous conseille cet ouvrage qui est une méthode de clavier pour débutants de Daniel Gottlob Türk, dont vous trouvez un facsimilé disponible encore aux éditions Fuseau. Et il y a vraiment des toutes petites pièces qui font parfois juste 8 mesures avec un antécédent et conséquent qu'on peut tout à fait utiliser pour essayer de les prolonger, pour essayer de les développer, pour en faire quelque chose de plus ample. Ce travail a aussi comme avantage pour l'improvisateur par rapport au point de départ, à ce qu'il lui est donné, eh bien de pouvoir d'abord faire un petit travail d'analyse pour voir le potentiel justement de ce qui lui est proposé et qu'est-ce qu'il peut récupérer pour aller plus loin, pour un petit peu agrandir, pour développer, et quel plan à ce moment-là, surtout dans la musique tonale, quelle forme et quel plan tonal il peut faire, comment renouveler aussi la façon dont ces 8 mesures de départ sont écrites. Et on peut aussi rattacher cette idée du conduit, d'improviser quelque chose comme ça pour relier deux parties différentes ou éventuellement semblables à un mouvement qu'on trouve dans le 6e quatuor de l'opus 76 de Haydn, deuxième mouvement qui s'intitule Fantasia, qui est un mouvement tout à fait étonnant, qui est en si majeur. Haydn commence avec aucune altération à la clé,
donc son thème en si majeur, il met toutes les altérations à chaque note, et puis une fois qu'il a exposé son thème antécédent et conséquent, eh bien il y a un instrument, je crois que c'est le premier violon, qui commence par faire une sorte de conduit, et progressivement la musique comme ça va se poursuivre, se répéter, parfois moduler. Là également un peu plus loin il y a un conduit au violoncelle qui amène je crois de sol majeur vers le ton de si bémol majeur, qui est très surprenant, et même un endroit où on arrive avec des accords en blanche et des points d'orgue, comme si finalement Haydn improvisait en écrivant avec sa plume, et à un moment donné se retrouve comme dans une sorte de rêve où tout se suspend et où finalement le discours va reprendre, alors là beaucoup plus structuré, où il met vraiment les altérations de si majeur à la clé et où il va développer une écriture fuguée. Je vous recommande beaucoup d'écouter ce mouvement-là qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors ensuite les chapitres suivants du traité de Czerny abordent les formes que nous avons évoquées, les variations, le pot pourri, le caprice, le style lié et fugué, et c'est intéressant de lire ce que Czerny écrit dans son traité. C'est un traité où il y a beaucoup d'exemples musicaux, comme je le disais, qui permettent de voir comment Czerny concevait ses improvisations, et c'est sans doute le témoignage de ce que lui-même improvisait. Mais il y a quand même le texte qui donne des conseils et qui est intéressant donc à lire. Enfin, je voudrais d'abord vous indiquer que ce traité est disponible sur le site de la Bibliothèque nationale. Et ensuite, peut-être terminer ces quelques commentaires en évoquant à nouveau ce qui pour moi était important lorsque j'ai découvert ce traité, c'est de sentir combien Czerny était aussi un musicien sensible. Et je pense par exemple notamment à ses nocturnes pour piano, alors qui n'ont pas l'inspiration des nocturnes de Chopin, mais qui témoignent quand même d'un musicien sensible, et qu'il est peut-être injuste d'enfermer simplement dans son statut de compositeur d'exercice pour piano. Je vous souhaite, si vous ne le connaissiez pas, une intéressante découverte de ce traité « L'art d'improviser mis à la portée des pianistes » de Karl Czerny.